Bonjour, la blessure d'abandon et l'impuissance acquise. Alors, comme moi, vous avez certainement vu plein de films où, à un moment ou à un autre, il y a le grand méchant qui dit au grand héros: écoute, c'est pas la peine de résister, toute ta tentative de résister face au mal que j'incarne est inutile et vous feriez mieux tous de baisser les armes, il y aurait moins de morts et tout se passerait mieux comme ça. Et c'est gros quand on voit ça dans un film et on se dit, mais. Et pourtant, eh bien, ça arrive à beaucoup de personnes qui ont la blessure de rejet à un moment ou à l'autre de leur vie. Et heureusement, pour la plupart des personnes, ce ne sont que des moments de transition, ces moments de dépression, en fait, où on a l'impression d'être dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Et je trouve assez rigolo de se dire que dans les films, on se dit, mais pourquoi il fait ça, le méchant, finalement? Il ne sait pas que l'autre, il a confiance. Et quand ça nous arrive dans notre vie, ça peut prendre un temps assez long, en fait, pour qu'on s'en rende compte qu'on est dans ce piège de non, laisse tomber, quoi. C'est le piège de j'ai déjà gagné, n'essaie même pas de me vaincre, en fait. C'est cette intimidation. Et donc j'étais très content quand j'ai découvert cette clé il y a environ un mois. Et depuis, je prépare cette vidéo. Et c'est une clé décisive, en fait, de se rendre compte pour la blessure d'abandon que dans certains cas, on est dans ce manque d'énergie. Eh bien, parce qu'on est dans ce schéma cognitif de croire qu'on a essayé tout ce qui était possible et que donc aucun effort supplémentaire n'a de sens. Alors c'est un phénomène, on va voir qu'il est bien documenté, et une fois qu'on l'aura bien compris, vous verrez que c'est assez simple, en fait, d'en sortir, et donc de vaincre cette partie de la blessure d'abandon. Donc on avait vu dans d'autres vidéos d'autres causes de la blessure d'abandon, mais j'y reviens pas. Et donc, c'est assez bien documenté, par exemple des rats auxquels vous faites des chocs électriques, sur lesquels ils n'ont pas de contrôle, eh bien finissent par déprimer parce qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie. Donc c'est important, on a besoin de sentir que notre vie nous appartient, on a besoin de sentir qu'on est dans le choix et pas dans l'obligation. Ça c'est un thème important dans la communication non violente, par exemple, non pas je dois, mais je veux, je choisis, et ça change en fait complètement l'énergie. Si vous faites quelque chose en ayant l'impression de ne pas avoir le choix, eh bien vous êtes dans quelque chose que vous faites contre votre gré, donc c'est assez bizarre, c'est-à-dire il y a une partie de vous qui veut le faire, une partie qui ne veut pas le faire. Et donc c'est essentiel de réussir à réunir l'ensemble de nous-mêmes pour aller dans une même direction. Donc c'est cette notion d'avoir le choix, évidemment qu'elle est décisive au niveau de notre morale. Et donc, si comme ces rats auxquels on inflige des chocs électriques sur lesquels ils n'ont aucun contrôle, ça vous est arrivé d'avoir un certain nombre d'échecs, que ce soit des échecs amoureux, des échecs professionnels, des échecs amicaux, des échecs de santé, eh bien, vous avez peut-être, dans certains domaines de votre vie, cette impuissance acquise, qui d'ailleurs certains auteurs appellent blessure d'impuissance. Je ne pense pas que ce soit la peine d'aller jusque-là, puisque donc je trouve que ça fait bien partie de la blessure d'abandon. Et donc, la question qui se pose, c'est pourquoi certaines personnes ont cette impuissance acquise et d'autres non. Alors pour ça, je m'appuie sur le livre de Martin Seligman qui s'appelle La force de l'optimisme. Alors Martin Seligman, c'est un psychologue américain qui est considéré comme le fondateur de la psychologie positive. Alors évidemment, il y a quantité d'auteurs spirituels, notamment Peter Denoff, qui en ont parlé, on peut dire, dès le tout début du XXe siècle. Mais pour le grand public, Martin Seligman, évidemment, est beaucoup plus connu que Peter Denoff. Il y en a d'autres qui ont fait de la psychologie positive, notamment la pensée positive. Voilà. Et donc, pour lui, cette impuissance acquise, en fait, elle est liée à des schémas d'explication, c'est-à-dire des styles d'explication des événements. Je trouve qu'il ne va pas assez loin, en ce sens que pour lui, le pessimisme, c'est quand quelque chose de négatif arrive, c'est de le généraliser, c'est-à-dire de penser que ça va impacter tous les aspects de notre vie. Par exemple, vous divorcez, pensez je vais déprimer, je vais perdre ma santé, je vais perdre mon travail, etc. Donc vous généralisez le problème à des zones qui, en fait, n'ont pas forcément quoi que ce soit à voir. Vous le rendez personnel, vous dites
j'ai perdu ma copine parce que je étais le problème, hein. C'est pas forcément elle, c'est pas forcément le destin, etc. Et puis, troisièmement, vous en faites quelque chose de permanent. C'est-à-dire, pas simplement j'ai perdu une copine là, maintenant, mais en fait, ça y est, c'est fini pour moi les relations amoureuses, parce que là, c'est terminé. Donc, pour lui, c'est ça qui fait que les personnes sont pessimistes. C'est pas qu'il y en a qui vivent plus de choses négatives que d'autres. Pour lui, il y a à peu près la même proportion. En revanche, c'est comment les personnes vont expliquer. Est-ce qu'elles se disent, voilà, je ressens quelque chose ici, bon, une chance sur deux, c'est rien du tout. Il y a la personne optimiste, et puis la personne pessimiste, une chance sur deux, j'ai le cancer, je ne sais quoi. D'accord? Donc voilà, c'est le style d'explication. Et je trouve qu'on peut aller plus loin, donc un petit peu comme dans l'exemple que j'étais en train de prendre, c'est-à-dire que, est-ce que, la première question que je trouve qu'il y a à se poser, c'est est-ce que réellement il existe des choses négatives? Alors c'est sûr que d'un point de vue psychologique, c'est clair qu'il existe des choses négatives. Vous tombez malade, vous avez une séparation, vous perdez votre emploi. D'un point de vue du sens commun, ce sont des choses positives. En revanche, première barrière que vous pouvez faire à la blessure d'abandon, c'est déjà de vous poser la question, mais est-ce que réellement c'était quelque chose de négatif? Alors, c'est évident que dans un premier temps, les événements globalement considérés comme négatifs sont négatifs. Ils sont pénibles. Ils nous font souffrir d'un point de vue émotionnel, peut-être même physique des fois. Et donc, il est clair qu'il y a des événements qui, à court terme, sont négatifs, et des événements qui, à court terme, sont positifs. En revanche, si on regarde vraiment toute notre vie, et qu'on se donne les moyens justement d'utiliser cette remise en question dont je parlais par rapport aux événements négatifs, eh bien on peut assez facilement, je trouve, alors suivant la gravité évidemment, ça va se faire en quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, hein, mais mon expérience c'est que quel que soit le problème de santé, quel que soit le problème relationnel, quelle que soit la perte d'emploi que vous pouvez avoir, il y a moyen de convertir ça dans quelque chose qui sera globalement positif. Par exemple, j'ai eu un certain nombre de pertes d'emploi. Et bien, sans ces pertes d'emploi, aujourd'hui, je n'aurais pas trouvé un travail mieux payé, plus souple, et qui me permet d'aller vers le travail que je souhaite vraiment faire, qui est donc de partager des éléments de psychologie et de spiritualité, comme je suis en train de le faire là. Si j'avais gardé mon travail, par exemple, celui que j'avais il y a 2 ans environ, eh bien, je serais toujours là, à travailler dans un magasin, à me fatiguer à travailler dans un magasin, rentrer chez moi avec voilà, un petit peu d'énergie, je ferais 10 fois moins de vidéos et 10 fois moins d'écriture, et je ne serais pas satisfait. De même pour mon divorce, eh bien, ça a été difficile, effectivement, ça a été un événement négatif, clairement, dans les premiers temps, et puis, depuis 1 an et demi, même quasiment depuis le début, à vrai dire, hein, je ne cesse d'engranger des résultats positifs par rapport à ça. Donc maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire subir aux autres des événements négatifs, hein, évidemment. Ce serait cruel et ce serait, comment dire, ce serait irresponsable. Mais quand il vous arrive à vous, eh bien déjà de vous poser la question, mais est-ce que réellement c'est négatif ou est-ce que j'ai pas quelque chose de positif à en faire? Et à partir du moment où vous vous rendez compte que ce qui vous est arrivé n'était pas négatif, eh bien dans ce cas-là, vous vous dites, ah, ça s'est passé de cette façon désagréable, mais finalement, j'y ai gagné. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et là, en ça, je vais plus loin que Martin Seligman. Et je pense que c'est important de le faire, de considérer les choses de plus haut, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de votre destin, d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler votre destin solaire, c'est-à-dire vers quoi vous orientez. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était toujours le passé qui se répétait, vous voyez, mais il y a aussi un futur, hein, ce qu'on appelle une cause, d'un point de vue d'Aristote, une cause téléologique, c'est-à-dire une cause orientée vers l'avenir. Il y a des choses qui se passent parce qu'elles ont une finalité dans l'avenir. C'est pas parce que c'est une punition, c'est pas parce qu'on a fait une bêtise, alors ça peut aussi, hein, ça peut être les deux d'ailleurs, mais ça peut être aussi parce qu'il y a une nouvelle aube
qui s'apprête dans votre âme, et pour que cette aube puisse éclore, si on veut, eh bien, il faut qu'il y ait d'abord une nuit avant, comme c'est toujours le cas. Voilà, et donc déjà, ça c'est le point important. Alors ensuite, évidemment, vous pouvez déjà aller prendre conscience que vous êtes aussi enfermé en fait dans cette impuissance acquise. À partir du moment où vous vous rendez compte que ça n'est pas vous, mais vous avez la distance pour vous dire, là il y a l'impuissance acquise, ok, et moi je suis là, mais je ne suis pas l'impuissance acquise, c'est une forme de pensée qui s'est insinuée en moi, mais qui n'est pas moi et qui finalement ne m'aide pas. Et donc je vais switcher de cette impuissance acquise à un modèle d'explication dans lequel, eh bien voilà, au lieu de me dire c'est personnel, c'est général et c'est permanent, eh bien non, c'est positif. Ça s'est passé comme ça un certain nombre de fois, mais c'est pas général, enfin c'est pas permanent. Ça ne va pas forcément impacter le reste de mon existence, et au contraire, ça va plutôt l'impacter positivement. Et c'est partiellement moi, mais c'est moi, peut-être tel que j'étais à ce moment-là, mais rien ne m'empêche d'aller plus loin. Donc, ce que propose Martin Seligman dans La force de l'optimisme, eh bien justement, c'est ça, c'est d'apprendre à challenger ces pensées négatives, ces pensées d'impuissance acquise, et d'être capable d'argumenter en fait. C'est pas parce que vous avez connu 2 divorces, mettons, que forcément la troisième relation amoureuse que vous entreprendriez se passera pareil. Logiquement, si vous faites la même chose, ça se passera pareil, mais si vous acceptez un temps de deuil et un temps de transformation, et qu'après ça, fort des expériences, de l'enrichissement, de la transformation que ça vous a apporté, eh bien vous allez de nouveau faire une personne du sexe opposé, ou simplement vous ouvrez à la possibilité que ça puisse arriver, eh bien, c'est pas logique que ça se passe de la même façon si vous entreprenez la démarche d'une façon différente. Alors ce ne sera pas forcément parfait, mais vous pouvez avoir cette conviction qu'au fur et à mesure que vous résolvez les problèmes, eh bien, les problèmes ne se produisent plus. Et si cette fois-ci vous avez résolu 50%, eh bien, il ne tiendra qu'à vous de résoudre les 50% restants dont vous n'avez pas forcément encore conscience. Et de la même façon, dans le domaine professionnel, la vie n'est pas quelque chose d'aléatoire, la vie n'est pas quelque chose de cruel, mais au contraire, il y a des règles. Si vous roulez à gauche sur la route, vous avez eu 2 fois des accidents parce que vous rouliez à gauche, c'est pas que le code de la route est cruel, c'est pas que l'automobiliste en face a juré votre mort. C'est simplement qu'il y a des règles dont jusqu'à présent vous n'aviez pas tenu compte. Et si aujourd'hui vous dites bon bah fort bien, merci de m'avoir indiqué que je ne roulais pas du bon côté, je vais changer de côté et puis ça va se passer différemment. Et vous n'avez pas la garantie absolue que ça va bien se passer, mais vous avez la garantie absolue que si vous faites les choses différemment, le résultat global sera différent et que par ajustement successif, eh bien, les choses vont se transformer. Et par exemple, j'en parlais dans la vidéo sur le décodage biologique, j'ai pu résoudre des problèmes tels que douleur au genou, douleur au dos, tension nerveuse, etc. Et donc, il n'y a aucune limite en fait à ce qu'on peut faire. Les limites à ce qu'on peut faire sont celles qu'on se fixe. Et puis l'énergie qu'on y investit. Donc effectivement, l'énergie dont on dispose à l'échelle d'une vie n'est pas infinie. Donc c'est sûr que si votre objectif dépasse vos capacités, vous avez décidé d'être président de la République et que ça dépasse vos capacités, par exemple, bon, eh bien là, il va s'agir effectivement de changer d'objectif. Mais si votre objectif est proportionné à vos capacités présentes, il n'y a pas de raison de penser que vous pouvez faire moins bien qu'un autre, il n'y a pas de raison de penser que vous êtes définitivement malade, il n'y a pas de raison de penser que vous avez définitivement un problème professionnel, relationnel, amoureux, avec vous-même, avec les groupes sociaux, etc. Donc voilà, c'est à vous, en fait, de prendre conscience
de votre impuissance acquise, et puis petit à petit de remplacer la vision négative par une vision positive, et évidemment d'accompagner ce changement de vision par des actions. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu un défi de faire confiance alors que ça s'est déjà mal passé. Vous pouvez pour ça surfer un petit peu. Il y a des moments, des moments de la journée, où il y a des moments de la vie, où on est plus dans un élan, notamment le matin, en début de matinée, on a une certaine pêche, en début de soirée aussi. Donc vous pouvez en profiter de ces moments de la journée où on est plus dans quelque chose d'expansif, quelque chose qui va vers l'extérieur, pour dépasser cette impuissance. Alors, quelques petites astuces, comme j'aime bien toujours en donner en fin de vidéo. La couleur verte aussi va vous donner de l'espoir. J'avais des yeux verts, je crois, parce que j'ai des yeux verts, parce que je pense que j'avais besoin de voir le monde en vert avec espoir. Cette blessure d'abandon m'a vraiment suivi toute ma vie, et donc je vous parle après 36 ans d'expérience, parce que je pense que vraiment dans toute ma vie, je me disais, mais bon sang, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce que je fais là? Et comment je vais, moi, trouver ma place dans une société qui me semble tellement étrange, en fait. Donc on voit que dans mon cas, ça se relie beaucoup à la blessure d'abandon. Blessure d'abandon, blessure de rejet, c'est effectivement assez proche. Voilà. Et bien, je vous souhaite donc de trouver, vous aussi, des clés, de trouver comment faire le déclic, comment passer de cette impuissance acquise à reprendre votre puissance. Et ça veut dire, et bien sûr, je voudrais terminer par ça, ça veut dire effectivement s'ouvrir à d'autres façons de faire. Professionnellement, moi, pendant très longtemps, j'ai cherché des travails par annonce sans comprendre qu'en fait j'avais besoin d'être mon propre patron. Mais comme c'était une étape qui demandait beaucoup de courage, c'est par la force des choses que j'ai franchi cette étape. Mais si dès le début je m'étais dit, bon, travailler pour un patron, manifestement, c'est pas mon truc, à chaque fois que je fais ça, j'ai du mal à m'entendre avec la personne, et j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de faire les choses à ma façon, j'ai besoin de faire les choses de façon morale. Si j'avais été ouvert à ça, j'aurais gagné du temps. D'un point de vue amoureux aussi, si vous comprenez, ça n'a pas marché parce que je me mettais avec des personnes pour les mauvaises raisons. Je me mets avec des personnes parce que je me sens seul. Je me mets avec des personnes parce que je les trouve physiquement attirantes. Et ce n'est pas des bonnes raisons, en fait, telles que les études le montrent. On se met avec une personne parce qu'on a envie de passer sa vie avec cette personne, parce qu'on est capable d'être dans une amitié déjà avec cette personne. On a plaisir, en fait, à faire des activités simples ensemble. On partage les mêmes choses qu'on aime faire. On a des projets communs. Donc si on se met avec une personne pour d'autres raisons, c'est sûr que ça ne va pas marcher, pas forcément à court terme, mais au bout d'un certain temps. Donc c'est important, par rapport à cette blessure d'impuissance acquise, de se dire, voilà, dans le référentiel qui était le mien jusqu'à présent, c'est vrai que c'était impossible, mais maintenant, si j'élargis le référentiel au fait que peut-être mon état d'être faisait que l'autre réagissait comme ça, ou voilà, oui, je ne m'aimais pas moi-même, donc mes amis me reflétaient ce défaut d'estime de moi-même, et donc finalement je me retrouvais toujours en face de personnes extrêmement critiques sur moi-même. Et maintenant j'ai compris ça, je vais m'apprécier moi-même, et les amis que je vais rencontrer vont être des personnes qui sont dans l'appréciation. Ce que je vis là, ces derniers mois, les amis, enfin les connaissances que j'avais qui étaient extrêmement critiques sur ce que je faisais, je ne les fréquente plus, de leur choix du reste, et d'autres se présentent, plusieurs qui voient mes qualités et apprécient mes qualités. Et c'est évident qu'il existe dans le domaine de l'amitié des personnes pour qui ce qui est important, c'est la sincérité. Premièrement, la sincérité. Et donc, si le type d'amitié que vous recherchez, c'est des amitiés où on se dit tout, où on est direct,
et que vous allez vers ces personnes, vous aurez du succès. Si inversement, vous avez besoin de plus de confort, ou vous allez vers des personnes qui ont besoin de plus de confort, eh bien, vous serez en décalage. Donc, il y a des complémentarités qui existent dans le domaine des amitiés, et là aussi, il faut être intelligent. C'est-à-dire, si vous allez vers des personnes, vos qualités ne les intéressent pas et elles veulent que vous soyez absolument quelqu'un d'autre, c'est un bon défi. Mais peut-être, là encore, comme je disais pour être président de la République, c'est pas forcément réaliste de vous dire, voilà, compte tenu de ce que vous faites déjà, est-ce que vous avez cet élan pour aller développer des parties de vous-même qui étaient en friche? Moi, je l'ai fait pendant un certain temps. Par exemple, je suis devenu plus musicien parce que j'avais un ami qui était assez insistant sur le fait que je devrais faire la musique, et somme toute, il avait raison. En même temps, voilà, faut savoir mesurer quelle quantité de changement je suis capable d'apporter ou non. Mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est que la vie laisse toujours une porte ouverte. Alors, cette porte, des fois, elle est un petit peu cachée, elle est un peu petite, et elle est un petit peu, pas juste dans la ligne de mire, mais des fois, il faut faire un quart de tour, un demi-tour, mais je n'ai jamais vu qui que ce soit qui ne puisse pas, d'une façon ou d'une autre, transformer radicalement sa situation et aller vers du mieux. Donc ça, c'est une conviction qui est importante, c'est un schéma cognitif qui permet de dépasser cette impuissance acquise, c'est de se dire, voilà, tout a l'air fermé, mais que si je regarde bien, peut-être sous le tapis, il y a une trappe, peut-être au plafond, il y a un machin qui va s'ouvrir, peut-être derrière moi, je n'ai pas regardé, peut-être derrière moi, il y a une porte. Donc n'oubliez pas ça, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Il faut y croire, c'est vrai que des fois ça demande une étape de transition qui est difficile, mais il n'y a pas d'impuissance. Il n'y a au contraire que la puissance de petit à petit devenir ce que nous sommes véritablement. Voilà, bonne suite à vous, à bientôt pour d'autres vidéos.